La parole à Monsieur Rotran. Thank you, Madam President. You know, my colleagues, Perez and Miele, they're such nice guys. I wouldn't have been that soft on the administration. I would have called it for what it is, a lack of vision, a lack of strategy, and a lack of competence. Madame Présidente, j'ai une certaine sympathie pour Jean-François Parenteau. Je ne sais pas s'il est dans la salle. Oui, je sais. C'est des forces de marché vastes qui changent la nature de ce marché. Mais depuis plus qu'un an, depuis la dernière contrat Rébus solide canadienne, où il a fait des promesses, de nouvelles stratégies, ils n'ont fait absolument rien, sauf de revenir pour nous demander un autre 51 millions de dollars dans le 2027. Madame la Présidente, j'ai entendu un certain Luc Ferrandez sur les ondes, M. Ferrandez, ancien conseiller municipal projet Montréal, qui dit qu'il va cesser de recycler, que gaspillage ne donne absolument rien, invite les Montréalais de prendre connaissance de l'état de recyclage à Montréal. Madam President, a lot of places are aware that the recycling market has collapsed. Some countries are trying to find solutions for the circular economy, for example. There was recently an amendment to the Basel Convention. 187 countries signed it, including Canada. They're going to make an effort to keep plastics out of the ocean by trying, by I believe it's 2030, hit a target of 55% reusable of plastic and working towards banning a single-use plastic project. I know the next speaker is Mada Vodanovic, and I know she'll be speaking in Vancouver next month on exactly this topic, and I'm wanting to hear what she's going to say about this. But let me ask you the question, et je pose la même question à l'ensemble des membres du Conseil. Qu'est-ce qui arrive à nos matières recyclables qu'on les met au coin? What happens to it? We put it out in our big green bins. Does it get recycled? The answer is it doesn't get recycled anymore in Montreal. The market has collapsed. Last year we learned Rébus solide canadienne, their facilities were almost at capacity and they can't sell it. They're not alone. By the way, right now, in the last year, thousands of localities in the United States, small, medium, and large, have stopped recycling because they can't do anything with it. The price of commodities is so low. And so they stockpile it, and they can't move it, and that erodes public trust and public desire to take part in traditional recycling. Philadelphia thought it found an answer. It took its recyclables and started burning them for energy, and called it green energy. But when the word got out, the citizens weren't quite sure that's why they were recycling, and the mayor had second thoughts, and they stopped doing it. Now they're stockpiling it again. There are other cities that have a different approach. In Edmonton, they're only picking up what they can recycle. They stopped taking glass containers. Can you imagine? Glass containers, which everybody thinks is recyclable, is not recyclable because you can't sell it anymore in the bulk of municipalities. And in fact, the list of what you can't recycle anymore in the greater Edmonton area is pretty long. At least they're still collecting it and trying to move it. En 2016, le Canada a fait l'exportation de 36% de tout ce qu'on a collecté comme matière recyclable. En 2017, c'est 29%. En 2018, c'est 20%. Je n'ai pas vu un chiffre pour 2019, mais je pense que ça va être encore pire. The problem started when China decided to ban 24 types of waste, including most of what we sent them in paper and plastics. The level of purity required to export to China now is extremely high, meaning that almost nothing that we collect can be exported there. For a while, we were going to other countries like Malaysia, but they too shut the door in October 2018, and others have followed. There's almost no place to export this stuff anymore. So obviously, we're going to have mills here in Canada and a way to reuse our materials. But what is the administration actually telling us to do? Qu'est-ce que Projet Montréal propose? Il propose une dépense de 51,7 millions de dollars. L'estimé pour subventionner Rébus solide canadienne dans ces contrats était 39 millions 200 quelque chose mille dollars. Les cartes de 12,4 millions de dollars et 31,6%. That's pretty amazing. Et une fois qu'il va chercher nos recyclables, qu'est-ce qu'il va faire avec?
I know we're building more facilities. So we're building more facilities at a large cost to keep recyclables that we won't be able to use or sell. Doesn't seem like a winning strategy. Mr. Parenteau, so far, has engaged over $500 million when it comes to treating compost, rather, our compostable matters, to turning it into a compost that you can use in your garden, and some of it which you can use as biogas or heating or whatever, and in terms of the recycling contracts he's given to Rébu Saude Canadienne, and in terms of the additional facilities that are supposedly going to be open in the next couple of years, it's over $500 million. And it doesn't give us an avenue to actually convince people that our recyclables are actually being used for something socially useful. So, excuse, la solution de Projet Montréal, c'est une solution d'antan, d'il y a 5, 10, 15 ans. Il ne sait pas quoi faire. I understand, guys, it's difficult. You're in power now. You got to make tough decisions sometime. I understand the market is difficult, but all you're doing is throwing money at the situation without offering City Council a real solution. Don't. J'aimerais entendre, I'm a fair-minded person. I'd like to hear Mr. Ouellette, who I believe will give the réplique. But tell me, Mr. Ouellette, I don't know who's giving the réplique. I thought it was your dossier because you are on the list to speak. But I would like to know, aside from this $51 million, which is on top of the $26 million we voted previously, aside from the new recycling centre de tri, what are you going to do with the recyclables? Can you guarantee to Montrealers, when our plants become full, you won't secretly landfill the stuff because there's nowhere else to put it? I'd like to know what's going to happen. And how can you convince people to do more about recycling if you don't have a plan? I'm not putting the entire blame on the administration. I recognize the difficulties in the market. But however, I want to know what you're going to do. And you haven't told Council. All you do is ask for $51 million. Merci beaucoup, Madame Présidente. Merci, Monsieur Rotran. Madame Vodanovic, à vous la parole. Madame la Présidente, alors nous savons tous que le recyclage à Montréal, comme partout en Occident, traverse une période difficile, et ce surtout depuis que la Chine a restreint l'importation des matières recyclables, et ce en début de 2018. Alors le renouvellement du contrat que nous adopterons ici n'apporte pas de solution permanente à la crise actuelle que nous vivons. Il s'agit cependant d'une mesure temporaire, mais tout à moins nécessaire, en attendant l'ouverture du futur centre de tri pour l'Est de Montréal qui est prévu en 2024. Cependant, dès le mois de novembre, nous verrons l'ouverture d'un nouveau centre de tri pour l'Ouest de l'île de Montréal, et ce centre sera situé dans mon arrondissement à la Chine. Et il recevra plus de la moitié de la cueillette sélective de l'agglomération, et ce centre sera plus efficace que le centre actuel à Saint-Michel, et il produira des matières moins contaminées. L'arrondissement de la Chine a tout récemment modifié son règlement de zonage dans son parc industriel pour permettre aux entreprises qui conditionnent et transforment les matières à s'installer près du centre de tri. Et nous sommes, je dois dire, assez excités de participer ainsi à la création de cette nouvelle économie circulaire locale. Plusieurs compagnies nous ont approchés et certaines se sont déjà installées sur notre territoire. Malgré tout, ces progrès notés ne sont pas suffisants pour s'approcher d'une réelle économie circulaire. Il faudra plus que des centres de tri améliorés. Nous savons que la pureté de la matière est essentielle pour créer un marché local pour cette matière et qu'obtenir cette pureté va nécessiter plusieurs changements à notre système de recyclage. Dans ce sens, j'espère que le gouvernement du Québec retiendra la recommandation de la communauté métropolitaine de Montréal et élargira la consigne des contenants, un système qui a prouvé depuis longtemps son efficacité, en particulier pour le verre et pour le plastique. Et j'espère également que le Québec appliquera sur l'ensemble de son système de recyclage le principe de responsabilité élargie des producteurs, un principe où les producteurs doivent non seulement payer la facture, comme c'est le cas actuellement au Québec, mais doivent également gérer la fin de vie de leurs produits. Et ce principe de responsabilité élargie
est établi avec succès en ce moment en Colombie-Britannique, une province qui réussit à vendre, même aujourd'hui, sur le marché chinois. Alors, c'est possible. Le succès du recyclage dépend d'une collaboration étroite et efficace entre l'industrie, les producteurs, les autorités municipales, provinciales, fédérales, ainsi que les recycleurs. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Et je suis fière que notre administration participe à définir et établir les normes de cette collaboration essentielle, notamment en étant membre actif du Conseil national zéro déchet du Canada, où nous cherchons ensemble des solutions concrètes pour réduire la quantité de déchets que nous produisons, dont notamment les déchets de plastique. Je suis confiante qu'ensemble, avec nos différentes instances, dont notre Bureau de transition écologique, et le service de l'environnement piloté respectivement par nos collègues Mme Laurence Lavigne-Lalonde et M. Jean-François Parenteau, nous allons y arriver. Le chemin reste à faire, mais on est bien embarqué dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Vodanovic. La parole à M. Perry. Alors, merci. J'interviens sur le 80-20-28. Alors, je vais revenir un peu sur l'hiver de l'année dernière. Espérons de faire mieux cette année. Alors, Madame la Présidente, permettez-moi d'abord, en premier lieu, de citer quelques titres d'articles de presse datant de l'hiver dernier. Ça va vous donner une idée. 2 fois plus de plaintes pour les trottoirs et rues glacées à Montréal, TVA Nouvelle, le 3 avril 2019. Oubliés par la Ville, les trottoirs glacés font rager les Montréalais, Journal de Montréal, 1er mars 2019. Nette augmentation du nombre de chutes sur glace à Montréal, La Presse, 22 février 2019. Montrealers are slipping, sliding away on icy sidewalks, La Gazette, le 8 janvier 2019. Montréal veut trouver des solutions pour mieux déglacer ses trottoirs, le Journal Métro, le 7 janvier 2019. Déglaçage, la Ville de Montréal admet que des ajustements seront nécessaires à Radio-Canada, janvier 2018. L'état des trottoirs suscite la grogne à Montréal, TVA Nouvelle, 28 janvier 2019. Déneigement, le triomphe de l'incompétence, Journal de Montréal, le 5 mars 2019. 25 personnes enragées contre les trottoirs mal entretenus de Montréal, TVA Nouvelle, 20 février 2019. Montreal's braver slippery sidewalks on icy coast city, CTV News, 2 janvier 2019. Trottoirs glacés, Montréal doit revoir ses pratiques, Radio-Canada, janvier 2019. Les trottoirs glacés font rager les Montréalais, TVA Nouvelle, janvier 2019. Alors, Madame la Présidente, vous comprenez que les Montréalais n'ont pas été satisfaits des efforts en termes de déglaçage. Alors, après les annonces ratées du déneigement, la mairesse nous avait promis que les croque-glaces allaient faire miraculeusement les déglacer et ça n'a pas fonctionné comme prévu. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cette année, l'administration a un vrai plan pour ne pas répéter ce qui est arrivé l'année passée? Merci, M. Perry. La parole à M. Ouellet. Merci, Mme la Présidente. J'allais donner la réplique pour 2029. Est-ce qu'il y a d'autres collègues que c'est pour 2029? Non. Alors, en droit de réplique. Alors, suite à l'intervention du chef de l'opposition, donc pour les différentes ententes cadres de surveillance environnementale, il faut savoir que c'est une préoccupation que j'ai personnellement depuis que j'ai été nommé au niveau des chantiers, donc par exemple au niveau du CIR. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on a décidé de créer l'escouade de chantier, ne pas confondre évidemment avec l'escouade de mobilité, mais l'escouade de chantier était entre autres d'être capable de mieux faire le suivi justement, de mieux évaluer comment se passait le suivi environnemental sur nos chantiers. Évidemment, on le voit très bien dans le rapport du BIC. Je n'ai pas eu le temps de le lire en détail encore au complet. On va prendre le temps avec les services de bien le décortiquer. Mais on voit déjà qu'il y a
qui a un graphique à l'intérieur du rapport qui montre que plus on est loin dans le processus, moins la ville a de contrôle. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup lors du design, un peu moins lors de la surveillance, après ça le transport un peu moins, et finalement la disposition finale, on n'en a pratiquement pas. Il y a eu et c'est d'ailleurs pour ça qu'on était très enthousiaste avec le projet du gouvernement du Québec de Trace Québec. Je pense que le projet n'est pas... je pense qu'il a arrêté, mais en tout cas, on a bon espoir qu'il revienne. Avec Outremont, tout à fait. Donc, c'est ce genre d'initiative-là qu'on a de besoin. Et évidemment, les pouvoirs d'enquête que le BIG a, bien évidemment, ça aide beaucoup parce qu'évidemment, ce n'est pas les services municipaux qui n'ont pas de pouvoir d'enquête peuvent vraiment, on doit quand même se fier à la bonne foi des différentes parties à partir du moment qu'ils deviennent soumissionnaires conformes. Donc, ça reste évidemment une préoccupation. Mais c'est pour ça que justement, avec l'escouade de chantier, on a déjà un mandat de plus, on a déjà dans le fond un levier de plus pour bien savoir ce qui se passe sur le chantier, mais évidemment, il va falloir, avec l'appui du gouvernement du Québec, s'assurer que qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont dans les camions et surtout une fois qu'ils sont dans les sites de disposition, ça se conforme à la réglementation parce que, ultimement, c'est une question évidemment de santé pour l'environnement, surtout si ça s'en va sur les terres agricoles. Et aussi, il faut savoir que nous, en tant que Ville de Montréal, nous, on paye pour une disposition qui est conforme aux lois. Donc, évidemment, si ce n'est pas ça au final, alors que c'est pour ça qu'on paye, bien évidemment, il s'agit de fraude. Donc, voilà. Merci. Merci, M. Ouellet. Madame Lallider. Dans les rapports de la Commission, il restait celui de 80-20-30 que j'ai omis de vous lire tout à l'heure, alors j'y vais à l'instant. Donc, il s'agit d'excavation vide l'eau limitée, de contrat de biens et services de plus de 2 millions, dont l'écart est de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire, et pour lequel l'adjudicataire en est à son 3e octroi de contrat consécutif pour un contrat récurrent. Alors, il s'agit des lots 4 et 6. Et il s'agit également d'accorder un contrat pour la fourniture et le transport de matières par conteneur par 5 écocentres, soit Acadie, Côte-des-Neiges, Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une période de 35 mois et autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du service de l'environnement. Donc, les commissaires étaient d'avis que le processus était conforme et fort bien justifié en fonction du contexte d'urgence dans un marché haussier. Bien que le service ait eu recours à une solution viable en modifiant les contrats pour éviter l'utilisation exclusive de conteneurs dans ce cas-ci, les membres de la Commission sont d'avis qu'une nouvelle stratégie à plus long terme doit être élaborée pour contrer la fermeture du marché et ce, en réévaluant notamment la possibilité d'une gestion en vrac. De plus, les commissaires ont compris que la marge de négociation avec le fournisseur était très mince. Néanmoins, une clause contractuelle stipulant que les camions doivent être équipés de GPS figure au contrat. La Ville doit cependant s'assurer du développement de l'interface permettant le suivi des déplacements. On comprend que l'enjeu dans ce dossier au niveau des GPS est plus au niveau de l'interface. Alors, ultimement, les membres ont confirmé la conformité du dossier. Merci. Merci, Mme Lallider. Monsieur de Souza, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Madame la Présidente, il y a tous mes commentaires, c'est sur 2027. Découragé dans un certain sens, parce que je joins ma voix à mes collègues. Est-ce que vous avez dit 2025 ou 27? 27. 27, parfait. Poursuivez. Je pense que M. Parenteau va donner la réplique par la suite. Oui, je pensais avoir entendu 25. Allez-y. J'ajoute ma voix à mes collègues, parce que dans un sens, il y a une certaine... je regarde qu'encore, pour une autre fois, nous en avons un dossier qui est présenté, et c'est présenté à la dernière minute. La dernière fois, le président de l'exécutif, vous vous souvenez très bien que je vais décrire cette façon d'amener un dossier au Conseil, et... je pense que si ma mémoire est bonne, j'utilisais le mot « the way of doing things is nuts ». À l'époque, le président du comité exécutif a pensé que je parlais des écureuils, parlais des peanuts, j'étais en train de lui insulter. Mais laissez-moi clair, c'était jamais dans mes intentions d'insulter mes collègues. Je juste étais en train de décrire, et peut-être j'aurais dû choisir un meilleur mot que nuts, que
décrire la façon dans laquelle on procède ici comme une façon que je trouve dysfonctionnelle. Madame la Présidente, ici, on est présenté pour la énième fois un projet pour un contrat majeur à la dernière minute où l'exécutif, dans sa sagesse, savait depuis des semaines, sinon des mois, que ce contrat s'en venait. Et ils ont choisi de adopter ça le vendredi, la semaine passée, et nous soumettre ça à la dernière minute. Si c'était la seule fois, si c'était une occasion unique, si c'était une urgence, si c'était quelque chose qu'il pourrait bien expliquer au Conseil pourquoi il fait ça, peut-être le membre du Conseil ici sera plus compréhensible, parce qu'on connaît que oui, il y a des choses qui peuvent arriver en urgence. Mais ici, pour la énième fois, on a encore la même situation qui se reproduise. On a eu la semaine passée où le CTMO est venu pour un contrat dans des centaines, dans plus que 100 millions de dollars qui est encore venu ici, tout à la dernière exécutif, mais laissant très peu de temps pour le membre du Conseil de prendre connaissance d'un dossier qui était important. Et deuxièmement, quelque chose où on peut connaître les contextes, pourquoi on peut prendre une décision éclairée. Et ce n'est pas juste avec le CTMO. Si vous voulez, Madame la Présidente, à la prochaine séance, je peux vous déposer une liste de tous les dossiers qui sont venus dans la deuxième envoi, avec les contrats qui sont majeurs et qui sont déposés par choix ou par accident. Si c'était par choix, je vous prétends que c'est une décision délibérée de l'administration de prendre ces décisions sur une base tardive pour que le Conseil n'ait pas le temps de faire l'analyse. Si c'était par accident, Madame la Présidente, je vous prétends qu'il y a quelque chose dans la machine, soit au niveau administratif ou au niveau politique, qui illustre que le système ne fonctionne pas bien. Donc, ça va être un des deux, accident ou choix. Et dans les deux cas, les conclusions ne sont pas nécessairement fait du sort que le conseil municipal est bien servir. Je vous invite, j'ai lancé le mois passé, Madame la Présidente, à vous-même, mais je lance à l'administration, que dans s'en souvenir, quand dans les administrations passées, des efforts ont été faits considérables. Mais moi, je siégeais, puis quelqu'un parmi vous a aussi siégé à l'époque, où la grande partie des dossiers pour le conseil municipal a été adoptée et qui a été faite envoyée dans la première volet, avec des exceptions dans la deuxième volet, la deuxième partie de ça. Et je vous invite, comme la grande partie des dossiers au Conseil venaient dans la première version, et s'il y avait des dossiers dans la deuxième volet, la deuxième version, c'était gardé au minimum, et ce n'est pas des grands dossiers qui s'en viennent à la dernière minute dans ça. J'invite l'administration, parce que j'étais témoin des efforts qui étaient déployés et des messages qu'il a donnés dans le système. Et donné que mon collègue Parenteau et mon collègue Doré sont des gestionnaires à guérir, ils ont l'expérience, ils ont le pouvoir, ils exercent tous les leviers de pouvoir, ils peuvent donner la commande à l'administration. Est-ce que je peux suggérer que mes collègues donnent cette commande avec le directeur général et l'administration, que cette volonté du Conseil soit respectée? Il y a tellement de choses que mes collègues Perez, Mieli et d'autres ont soulevées, je ne rentrerai pas dans les données. Mais ici, au-delà du contrat, il y a un manque d'explication sur du passé par l'ancien contrat. On n'a pas de détails pour nous donner le contexte nécessaire. On n'a pas de détails encore, même si Mme Vodanovic a parlé d'un projet dans l'Est, etc., de quel est le plan de match dans ce dossier-là. On n'a pas les détails, Madame la Présidente, vis-à-vis ce dossier pour nous indiquer pourquoi, sur l'île de Montréal, nous allons avoir une usine
en complexe environnemental Saint-Michel qui va fonctionner à 45% de capacité. Et quelles sont des mesures? Parce que si effectivement 73 000 tonnes vont être utilisées ici, il reste encore de 156 tonnes, un montant considérable, presque 55%. Et à ce moment-là, est-ce qu'on va avoir une usine quasiment moitié vide? Est-ce qu'on va stocker du matériel là-bas? Est-ce que ça va être utilisé? Est-ce qu'il y a un plan de match par lequel cette usine va avoir d'autres contrats? On n'a pas aucune idée du contexte du plan d'affaires dans un contexte où, comme mon collègue Rotran a suggéré, que les prix chutent et la ville, malheureusement ou heureusement, prenez-le comme vous voulez, est pris avec une patate chaude qu'il se semble qu'il n'a pas de stratégie. Donc, avec tout respect à mes collègues, parce que je sais que ce n'est pas facile, je pense que, première étape, il faut avoir une autre façon de l'amener ces dossiers au conseil municipal pour que le conseil n'ait jamais pris à la dernière minute et le conseil ait donné toute l'information qu'il a besoin dans les délais pour avoir la connaissance du contexte et les détails pour prendre une décision éclairée. Et le deuxième volet que je souligne, que ça va être aussi important à l'administration de comprendre qu'il faut que nous, on comprenne leur stratégie de l'ensemble pour qu'on puisse porter jugement sur les recommandations qu'il fait au conseil. Merci, Mme la Présidente. Merci beaucoup, M. de Souza. M. Parenteau. Merci, Mme la Présidente. Alors, en droit de réplique pour le 2026, 2027, 2028 et 2030. Alors, pour le 2026, évidemment, je pourrais parler longuement. Quand même, j'espère qu'on parlait de préoccupation, de surprise tantôt. C'est pas surprenant. Le scénario qu'on a devant nous est sensiblement prévisible dans la mesure que on fait face à un monopole au niveau de rebuts solides canadiens depuis des années, alors qu'on passe un appel d'offres. Il y a eu beaucoup de travail au niveau des équipes pour, justement, trouver des façons d'ouvrir le marché au niveau contractuel, entre autres. On a changé certaines clauses qui étaient dans les contrats précédents pour essayer d'emmener d'autres joueurs sur le territoire, même de diminuer les quantités parce que où que le bas blesse, c'était beaucoup au niveau de la quantité à traiter. Malgré tout ça, on n'avait pas d'autres joueurs qui venaient solliciter les contrats de la Ville de Montréal. Dans le cas présent, il faut savoir aussi que le marché étant ce qu'il est, puis j'ai confiance, je pense, au bon jugement de mes collègues qui m'ont posé des questions, au-delà des questions, des fois, d'opposition versus administration, j'ai confiance au bon jugement, de la compréhension de la situation qui sévit actuellement un peu partout au monde depuis quelques années, sur la situation de la crise au niveau des marchés. Le marché est à plat, il y a une crise au niveau du recyclage, il y a une crise au niveau de la gestion, la façon qu'on fait les choses. Alors, on est en train de revoir tout ça avec un plan qui va nous permettre d'améliorer les choses. Somme toute, l'ouverture de... Maintenant, la Chine va ouvrir ses portes. Je parle de la Chine, l'arrondissement. Alors, ça va faire du bien à l'automne. Quand on va arriver avec le nouveau centre de tri, ça va permettre déjà de faire un grand pas en avant. Ça va faire une révolution, rien de moins. Juste la façon qu'on va traiter, notre verre, la façon qu'on va moins contaminer notre matière, qui va permettre de mieux recycler. Tantôt, M. de Souza parlait du... Est-ce que l'usine va marcher à moins grande capacité à Villeray-Saint-Michel après l'extension? Évidemment, elle va marcher moins grande parce qu'on va maximiser, on va capitaliser sur des installations à la fine pointe de la technologie pour assurer un meilleur produit, une meilleure qualité de recyclage pour permettre d'aller sur les marchés et aussi favoriser l'économie circulaire, ce qu'on est en train de faire au niveau des différentes entreprises qui sont limitrophes aux usines de transformation. Pour ce qui est du contrat, de l'entente, sensiblement, les prix, oui, il y a une étude, puis il y a une analyse au niveau du marché. Mais il faut savoir que le marché répond aussi dans la mesure, il n'y a pas de baguette magique. La situation qu'on fait face, c'est la même situation que pour tout le monde, quelle que soit l'administration. Le marché étant vraiment, dans le fond, à plat, il faut savoir qu'ils doivent investir de l'argent, gérer, traiter la matière, puis en disposer par la suite. Alors, où c'est le choix, malgré qu'on n'aime pas l'entendre, c'est ça où on enfouit. Il y a une question morale là-dedans. Je pense que c'est important de recycler, d'envoyer un message, contrairement à ce que d'autres animateurs peuvent dire. Oui, il faut continuer à recycler. Oui, c'est important. Oui, la matière, elle est recyclée. Et somme toute, c'est pas vrai que tout est envoyé au
au centre d'enfouissement. Bien au contraire, même le verre est utilisé, et peut-être pas recyclé, mais revalorisé en ce moment. C'est-tu idéal? Ben non. Est-ce qu'on va améliorer les choses? Bien oui. Alors, le faux message envoyé, je pense que c'est un geste triste, mais somme toute, je pense que la majorité des gens de la population de Montréal ont compris qu'il est important, surtout avec la réalité d'aujourd'hui. Il faut recycler, il faut remonter nos marges, changer notre façon de faire et changer notre méthode à faire. Alors oui, c'est un contrat, somme toute, peut-être pas le plus intéressant qu'on aura voté, mais somme toute, le plus utile et le plus responsable dans le contexte qu'on doit s'assurer de continuer à traiter notre matière jusqu'à ce qu'on trouve un deuxième site, qu'on parte en appel d'offres, qu'on fasse les plans de vie, la construction, et ensuite on ouvre un deuxième centre à la fine pointe de technologie, comme celui qu'on aura en novembre à la Chine, qui nous permettra d'aller vraiment de l'avant et cesser d'avoir de la mauvaise presse sur la qualité de notre gestion des matières résiduelles. Alors, pour ce qui est aussi les préoccupations, tantôt on parlait de l'examen des contrats, les contrats avancent. On est en deuxième, c'est déposé, oui, effectivement, en deuxième dépôt, mais il faut que ça passe à l'examen des contrats, ces contrats-là. Et c'est pourquoi, des fois, ça arrive un peu plus à la dernière minute. Somme toute, ce n'est pas nouveau dans la façon de faire avec nous. C'était aussi le cas précédemment, parce que je faisais partie aussi de l'administration. On se faisait reprocher des fois d'arriver à la dernière minute. On s'ajuste, on fait des efforts, mais oui, ça va arriver et ça arrive de temps en temps. Mais c'est certainement pas de mauvaise foi et ni surtout pas de manque de compétences de la part de nos services. Alors, pour répondre à la question tantôt de M. Marvin Rotran qui parlait pour le recyclage, effectivement, oui, tout est recyclé. Et pour les contrats, si on fait part, là, je suis rendu dans le 20-30, la crise, le prix, c'est toute la même chose. Tantôt, on parlait du centre de tri, comme on parle du contrat au niveau de Vidolo, au niveau des écocentres, on parle de gestion des matières. C'est la même situation un peu partout qui perdure. Il y a une chose, c'est qu'il faut disposer des matières. Ce n'est plus payant nécessairement de prendre la matière des centres de tri et de l'envoyer. Le marché aussi a peu ou pas de valeur. Il y avait des débouchés qui n'existent plus. L'industrie est en train de se repositionner. Est-ce que le marché était testé au préalable? Bien oui, il était testé. Mais certainement que quand on a fait le tour, parce qu'on a fait le tour avec toute l'histoire, la saga au niveau de Millimax, de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour trouver des fournisseurs. Et ce qu'on disait, c'est qu'avec un nouveau contrat, le marché va se stabiliser, les gens vont s'acheter des conteneurs, pourront les amortir sur la durée du contrat, ça permettra d'avoir plus de joueurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens n'ont pas été aussi affamés par rapport à solliciter ces contrats-ci. D'une part, il y a des raisons aussi très claires, c'est que l'employabilité, la crise de trouver des employés pour gérer, conduire des conteneurs, c'est la difficulté. Le marché est sollicité de toutes parts. On n'a jamais eu un taux de chômage aussi bas. Et évidemment, c'est la même situation qu'on sort. Dans tous les corps de métier en ce moment, on retrouve cette situation-là. Et évidemment, le transport de conteneurs, le transport en général ne fait pas défaut. Elle aussi, elle est affectée de plein fouet par le manque de chauffeurs. Alors, effectivement, ça a une répercussion directement sur nos prix au niveau du transport. Alors, ce contrat-là est un contrat qui est correct, qui va se desservir. On ne veut pas se retrouver dans la même situation qu'on s'est retrouvé au préalable. Au moins, on assure le service au niveau de nos centres de tri. Et enfin, pour terminer, je reviens sur le 2028 pour la question de M. Perry. Alors, la question sur notre façon de faire le déneigement, la gestion de déneigement cet hiver, en fait, je pourrais y revenir parce que là, on parlait plutôt d'un contrat de sel. Alors, ce n'était pas tout à fait dans les choses. Alors, la seule chose que je pourrais dire, la gestion, le déglaçage, la gestion sur le terrain se fait via les arrondissements. Comme tous, chacun, on a la responsabilité de nos arrondissements. Et je pourrais regarder pour une revue de presse à Saint-Léonard, probablement que vous avez eu un hiver aussi difficile que les autres arrondissements de Montréal. Merci. Merci, M. Parenteau. Mme Fumagalli, c'était sur quel point? Le 2026? Malheureusement, c'était la réplique de M. Parenteau. C'est trop tard, en effet. Merci. Madame la leader. Merci, Madame la Présidente. Question privilège à mon collègue Jean-François Parenteau relativement aux travaux de la Commission des contrats. Aux dernières nouvelles, les dossiers qui sont sous étude aujourd'hui ont passé le processus en bonne et due forme et à la date qui était prévue. Et d'ailleurs, depuis le début du mandat, à chaque occasion où le comité exécutif contacte la Commission pour ajouter des dossiers à la dernière minute à l'ordre du jour de la Commission permanente des contrats, il y a toujours eu une acceptation de notre part, il y a toujours eu une collaboration de tous les membres de la Commission pour traiter tous les dossiers, tous partis politiques confondus. Alors, ma question privilège, M. Parenteau, je ne comprends pas du tout son commentaire à cet égard.
Merci, Madame la leader. Monsieur le leader. Présidente, sur la question de privilège, M. Parenteau n'accusait en rien, d'aucune manière, la Commission d'examen des contrats, simplement que M. De Souza, dans son intervention, a blâmé l'administration pour le fait que certains des contrats étaient dans la livraison 2 de l'ordre du jour. Puis M. Parenteau rappelait qu'ils sont dans la livraison 2 de l'ordre du jour parce qu'au début de la séquence du mois, après le conseil municipal, le premier comité exécutif envoie à la Commission d'examen des contrats, qui effectivement a la gentillesse de... Il n'y a aucun blâme, là. Mais le temps que ça revient au dernier comité exécutif avant le conseil municipal, et donc ça fait partie de la livraison 2 de l'ordre du jour. Et il n'y a pas de complot, c'est tout simplement. Merci beaucoup. Monsieur le chef de l'opposition, sur la question de privilège? Oui. L'intervention de ma collègue n'était pas le fait qu'il y avait un complot, mais sur le fait que les délais ont été respectés. Donc, si les délais ont été respectés, c'était au comité exécutif de décider s'ils voulaient l'inclure dans la version 2. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de partager ce dossier seulement le vendredi matin. C'est un choix qui leur revient, mais il ne faut pas essayer de suggérer que le délai était causé à cause des travaux de la commission d'examen de contrat. C'est ça le point qui a été soulevé et c'est ça le point sur lequel on retient. Merci. Merci. Alors oui, en effet, M. Parenteau, si vous pouvez peut-être clarifier votre point. Oui, absolument, certainement. Alors, j'expliquais simplement que ça avait passé à l'examen des contrats, mais effectivement, en aucun cas, j'ai voulu blâmer, bien au contraire. J'ai une grande admiration pour ma collègue Karine Boivin-Roy. Madame la leader? Oui, simplement, écoutez, je parle au nom de la commission des contrats, c'est aucunement de commentaire C'est pas personnel. individuel, exactement. Je comprends bien ce que vous voulez dire. Monsieur Parenteau? Alors, j'ai beaucoup de respect, une grande admiration pour l'ensemble de ceux qui travaillent pour l'examen des contrats. Alors, merci et je retire mon... C'est bien, c'est ce qu'on voulait entendre. Merci, Monsieur Parenteau. Madame Fumagalli, c'est à quel sujet? Ah, OK, vous n'avez pas retiré votre point. Monsieur Mais moi, c'était le 2026, si je peux la poser. Non, malheureusement, la réplique a été donnée. Alors, on retire votre nom. Monsieur Rotran, c'est à quel sujet? Je ne sais pas si vous avez appelé le vote. J'aimerais juste inscrire ma dissidence entre 26 et 27. Parfait, c'est noté. Madame la leader? Et nous allons inscrire la nôtre sur le 80-20-27. Parfait. Alors, ces points sont adoptés avec les dissidences au point 20.26 et 20.27. Et le reste est adopté. Monsieur le leader. Alors, Madame la Présidente, pour les 12 minutes qu'il nous reste à débattre avant la pause, je vais suggérer d'entreprendre les items 2031 à 2035, toujours de l'agglomération, appuyé de mon collègue Benoît Doré, et en 2031, on conclut 3 ententes cadres d'une durée de 30 mois avec CGI Inc. En 2032, on accorde un contrat à Filtrum Inc. pour la réalisation de divers travaux de réfection prioritaires. En 2033, on conclut 3 ententes cadres d'une durée de 36 mois avec Lemay Co, Faye et Associés et Atelier Civility Inc. En 2034, on conclut une entente cadre avec le groupe Marchand Architecture et Design et les services EXP d'une durée de 48 mois avec possibilité de prolongation pour la fourniture de services professionnels. Et en 2035, on conclut des ententes cadres de services professionnels avec les 5 firmes suivantes: FNX Innov, SNC Lavalin, Groupe ABS, WSP Canada et Solmatec. Merci, Monsieur le leader. Alors, ces points sont adoptés. On enchaîne, Madame la Présidente, en 2036 avec un contrat à Keleni pour la fourniture de services professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires. C'est adopté. De 30.01 à 30.05, Madame la Présidente, en 30.01, on demande à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un avis de sélection au candidat à la fonction de juge à une cour municipale pour combler un poste de juge à la Cour municipale de la Ville de Montréal. En 30.02, on autorise une dépense de 2 692 000 $ pour le projet d'optimisation des espaces administratifs. En 30.03, on autorise la signature de l'avis pour non-objection en vertu de l'article 8 de la loi sur la sécurité ferroviaire dans le cadre de la construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau réseau express métropolitain du secteur Bridge-Bonaventure. Et en 30.04, on autorise une dépense totale de 453 585
au lieu de 544 302 taxes et contingences incluses dans le cadre du contrat accordé à la firme d'Aménagement Sud-Ouest. Et en 3005, on ajuste la répartition des crédits déjà autorisés dans le cadre du contrat accordé à Riopel Dion Saint-Martin Inc. et GBI Expert Conseil Inc. Merci, M. le leader. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je vais être assez bref sur le 30.01. Donc, comme l'a indiqué le leader de la majorité, suite à un regretté décès d'un juge de la Cour municipale, on va demander à la ministre de Justice d'emprunter des procédures pour émettre le lancement d'un avis de sélection au candidat à la fonction de juge à la Cour municipale. Je peux vous dire, une personne qui ne va pas postuler, c'est moi-même. Pas parce que je ne suis pas membre du barreau en règle depuis au moins 10 ans, mais parce que depuis le 23 juin 2019, je n'ai plus la capacité légale d'avoir ce poste. Tout simplement parce que je porte la kippa. Je ne pouvais pas passer sous silence ce genre de décision que je pense que nous partageons tous et nous avons déjà eu l'occasion de parler sur le projet de loi 21. Cette vision du Québec n'est pas la mienne. Je ne pense pas qu'elle représente nécessairement une forte proportion des Montréalais et des Montréalaises. Nous avons eu l'occasion d'en parler, mais je pense que chaque fois qu'on a l'occasion, ici, dans cette enceinte, on doit le rappeler haut et fort. On n'a pas à avoir honte de nos convictions à cet égard et passer un message, s'il le faut, au gouvernement du Québec. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader. Madame la Présidente, je vais réunir les items 4201 à 4203. En 4201, c'est un règlement modifiant le règlement concernant la quote-part tarifaire pour la fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes et l'adoption d'un règlement modifiant le règlement du Conseil d'agglomération sur les délégations relatives au règlement sur la mesure de consommation d'eau dans les bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles. En 4202, c'est le règlement relatif à l'établissement du Grand Parc de l'Ouest. Et en 4203, c'est le règlement du Conseil d'agglomération modifiant l'annexe du décret concernant l'agglomération de Montréal 1229-2005, 8 décembre 2005. Merci, Monsieur le leader. Monsieur Rotran. Merci. J'aimerais dire quelques mots concernant 4202, qui est le règlement qui donne souffle à les intentions de l'administration de créer un grand parc dans l'ouest de la ville que Mme Plante a indiqué aux médias être le plus grand parc urbain en Amérique du Nord, ou serait le plus grand parc urbain en Amérique du Nord. Et j'ai lu dans les journaux qu'effectivement, il y a une entente avec le gouvernement fédéral qui est prêt de donner 50 millions de dollars. J'ignore si Québec va le matcher. 100 millions va certainement aider, mais j'aimerais indiquer au Conseil 100 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose quand ça vient à la conservation des espaces verts et bleus. J'ai été ici en 1984 quand le CUM de l'époque, la Communauté urbaine de Montréal, instance qui prédate l'agglomération, a mis 200 millions de dollars dans une enveloppe pour acheter des espaces verts. Oui, c'est permis la création des premiers parcs régionaux, des parcs qui bien servi la population, incluant plusieurs à Pierrefonds, Cap-Saint-Jacques comme instance. Bois-de-Liesse était une aussi. Mais les 200 millions n'étaient pas grand-chose, même avec la valeur d'un dollar en 1984 versus la valeur d'un dollar aujourd'hui. J'ai déjà posé une question au Conseil. Pourquoi l'administration municipale n'a pas cherché d'amener le gouvernement fédéral vers l'idée d'un parc national sur l'île de Montréal et à l'extérieur de l'île de Montréal? En 2007, la Coalition verte a proposé la création d'un parc de l'archipel de Montréal. J'étais aux conférences de presse, j'étais le seul élu qui était là. J'ai appuyé l'idée et je continue de l'appuyer. C'est plus large que le territoire de Montréal. Ça va de Sorel à la Sœur-Roi, de la rive nord jusqu'à la frontière
américain avec l'idée de conserver des espaces bleus et verts, des hautes valeurs écologiques. Et pourquoi le gouvernement fédéral? Parce qu'ils ont la capacité financière de le faire. Un parc national existe dans la frontière de la ville de Toronto. Savez-vous ça? Le parc national de la Rivière-Rouge, oui. C'est chevauche la frontière vers York Region au nord et avec Durham Region à l'est. Et effectivement, le gouvernement du Canada a déjà protégé 45 km² de terrain et aménagé plusieurs pistes, sentiers pour permettre à la population de facilement accéder les zones bleues et vertes. Et le plan qui va continuer pendant 10 ou 15 ans va permettre, dans le plan final, de protéger un peu moins que 80 km². Ça va être énorme et c'est dans la frontière de la municipalité, celle de Toronto, dans l'arrondissement de Scarborough. Et ce n'est pas la seule ville. Si vous regardez sur la page de l'American US Park Service, vous allez découvrir qu'il y a des parcs nationaux dans beaucoup des villes. Même à New York, dans l'arrondissement Staten Island et sur la côte New Jersey, il y a un parc national. Les gens sont surpris, mais c'est assez accessible. On peut presque y aller par métro. It's not a very far walk from the metro station. Donc, j'ai privilégié cette approche et j'ai continué de le faire. Aujourd'hui, à première vue, le dossier est anodin. Qui peut être contre de protéger des espaces verts? Mais ce n'est pas ça. L'administration joue un jeu politique et ne va pas avoir un suivi. Monsieur Luc Ferrandez, j'ai été presque jamais d'accord avec lui, mais au moins il était honnête. Il a dit à ce conseil, en réponse à ma question il y a 6 ou 8 mois, qu'avec l'argent que la ville a, la ville est incapable, dans les prochaines 100 ans, d'acheter tous les terrains qui étaient réservés par vote de ce conseil dans les derniers 18 mois. In other words, because we can't buy it, the administration, in my estimation, is in bad faith and simply freezes land that has a value, ecological value. They know they don't have the capacity to buy it. Ce qu'ils espèrent de faire est de réduire la valeur de ce terrain et de faire des ententes pour moins de la valeur réelle. Mais on peut seulement réserver un terrain pour 2 ans et un renouvellement. C'est 4 ans, that's it. Après les 4 ans, c'est l'expropriation. C'est la seule façon de le faire. Et il y a des instances indépendantes judiciaires qui vont entendre les causes. Et il ne va pas donner des terrains très chers pour absolument rien, comme veut la ville. Il va forcer la ville de payer la valeur réelle, la valeur de marché. You know, property rights, it's a reality in our society. You might like it or you might not like it, but until the law is changed, that's the law. Et ce qui arrive ici, l'administration propose de protéger des terrains. Madame la Présidente, ce terrain est beaucoup plus large que seulement les parcs existants. Ça inclut beaucoup de terrains dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough qui appartiennent à des tiers qui ont déjà des droits votés par ce Conseil. You can't take away their rights with a second vote. It's why I voted against the item that Madame Plante started this meeting with. When you vote something, you give someone a right, and you unilaterally change it, you create the conditions for a lawsuit that the city will probably lose sometime down the line. I'm sure our legal costs won't be that great, but our eventual costs for damages will be far higher. You can't just do things that are illegal. Nous avons vu que la mairesse a reçu une mise en demeure des propriétaires à Pierrefonds qui prétendent que la valeur de leur terrain est presque $1 milliard. Je ne sais pas, mais je soupçonne que ça va être beaucoup plus que les 50 millions que le gouvernement fédéral a donné, peut-être les 50 millions de plus qui va être cherché du Québec et l'argent de la ville de Montréal. Donc, ce qui arrive est un effort court terme de prévenir des gens qui ont des droits, d'exercer ces droits. La meilleure façon de le faire, c'est une négociation gré à gré. L'administration va être capable de probablement acheter certains terrains et extensionner le réseau des parcs régionaux dans l'ouest de l'île. Mais je réitère, mon approche est celle d'un parc national, and if they can do it in Toronto,
we can do it in Montreal, and it would be the original vision of the Green Coalition, and it would be far more protection for land for our children and our grandchildren, which is land that is disappearing with urban sprawl off-island, and land that needs to be protected as much off-island as it has to be on-island. Merci, Madame Présidente. Merci, Monsieur Rotran. La parole à Madame Clément Talbot. Merci, Madame la Présidente. Suite à la consultation que j'ai eue avec Maître Lalonde, le Conseil à l'éthique, je déclare mon intérêt à ce propos. Merci. Merci. Alors, c'est noté et l'heure étant ce qu'elle est actuellement, nous allons suspendre et revenir à 19h. Alors, Monsieur Ouellet, on garde votre tour de parole. Bon appétit. Merci.